entendez bien, que vous êtes bien installé, on est en hauteur, là c'est impressionnant. Je voulais, en débutant, remercier tous les organisateurs de m'avoir convié. C'est vrai que c'était un sujet qui est à côté, mais on a l'habitude déjà de se côtoyer. J'en profite pour remercier Evelyne Le Terme et toute son équipe d'abord de 40 ans de travail assidu dans un domaine où il avait fallu être pionnier au départ, et puis de cette organisation qui est une très belle manifestation à laquelle le Conservatoire des races animales a pris l'habitude de collaborer depuis quelques années avec des retours intéressants parce qu'on nous dit qu'on y voit beaucoup de monde et beaucoup de gens très ouverts et très passionnés. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je viens présenter un sujet qui concerne le vivant animal. Et la demande qui m'a été faite, c'est effectivement à l'occasion des 40 ans de présenter ce qui est pour nous aussi 30 ans de conservation des races domestiques, des races d'élevage, en partant d'un historique pour arriver aux questions qui nous sont posées aujourd'hui et peut-être demain. Alors, je vous représente sommairement le problème, la question. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je me décale un peu. J'ai l'impression que sans que je gêne. On parle de biodiversité. Quand nous avons commencé les uns les autres, Evelyne me le confirmera sûrement, je pense qu'on ne parlait pas de biodiversité. La biodiversité, c'est une terminologie que quelques spécialistes connaissaient, qui arrivera au grand public seulement plus tard, dans les années 90, lorsque la conférence de Rio va arriver et parlera de la notion de biodiversité. Et encore là, on parlera souvent de biodiversité sauvage, naturelle, ce qui est bien normal, ce sont toutes les plantes et tous les animaux sauvages. Alors, pour les plantes et les végétaux, vous connaissez certains mieux que moi. Pour la partie espèce et animale, rappelons-nous qu'une espèce animale, c'est une espèce qui regroupe des animaux de même type, qui sont interféconds entre eux, et qui forment un groupe, qui a des règles dans lesquelles ce sont des règles de génétique, de zoologie qui s'appliquent en termes de reproduction et d'organisation de ces animaux. Et ils transmettent leur caractère aux générations suivantes. Si on ajoute l'intervention de l'homme, on se trouve face à toujours une biodiversité, aujourd'hui il faut l'appeler comme ça, une biodiversité qui est cultivée, qui est une biodiversité végétale, mais également une biodiversité animale qui est issue, bien sûr, des sources et des ressources du monde sauvage. Donc, lorsqu'on va parler d'animaux domestiques, on va faire intervenir l'homme, l'humain. L'humain fait des choix de stratégie, d'organisation, et depuis une époque qui nous ramène au néolithique, c'est-à-dire c'est déjà tard dans le parcours de l'homme, eh bien, il y a des choix de sélection, de caractère. Je vais retenir tel animal parmi le groupe des animaux sauvages, je vais retenir tel caractère, telle compétence, et à partir de là, l'humain fabrique des animaux domestiqués. Et ces animaux domestiqués, dans une étape suivante, plus tard, il va les catégoriser. Donc on va avoir un début de domestication dans lequel il va y avoir un choix par l'homme d'une diversité de représentation. Par exemple, on va choisir le seul animal blanc albinos d'un groupe de loups ou de lapins. On va choisir celui qui est le plus capable, le plus docile pour faire telle et telle tâche. Et on va travailler sur cette base animale sauvage. Et au bout d'un moment, on va commencer à créer des catégories, puisque c'est l'organisation intellectuelle humaine est comme ça, on catégorise, on met en classe, et on va fabriquer des groupes d'animaux domestiqués qui sont des races domestiques. La race domestique, la race animale, c'est une construction de l'homme. C'est un choix délibéré pour organiser une production. Et là, on va avoir des choix qui vont se faire classiquement sur travail et traction. C'est un très très grand domaine du développement de l'animal domestique. On pense toujours au cheval, au coursier, on pense à des tas de choses, aux chiens compagnons, c'est sûr, mais la traction animale, l'énergie animale a été considérable dans le développement de nos sociétés. Il y a bien sûr la viande, le lait, tout ce qu'on produit, la laine, et y compris le fumier qui a pu être très important. Et là, les caractères que l'homme va choisir et va finir par imposer à un groupe d'animaux vont se transmettre, on continue à avoir un poids génétique, une transmission génétique de cette organisation choisie par l'homme.
À la différence d'un animal qui va être simplement apprivoisé, l'apprivoisement, ce n'est pas une domestication, l'apprivoisement, c'est un dressage, c'est un comportement qui est travaillé pour qu'un animal, à titre individuel, fasse un apprentissage. Ce dressage ne se transmet pas à la descendance, et un animal qui est simplement apprivoisé n'aura pas des descendants forcément apprivoisés. Ils auront une imprégnation, mais c'est une autre stratégie que la domestication. Alors cette histoire, elle remonte à l'époque où l'homme a commencé à s'organiser pour faire de l'agriculture, donc ça va être aussi l'époque où les plantes vont être travaillées, ça va être l'époque où les sources d'énergie vont être aussi utilisées par l'homme, c'est le néolithique. Le néolithique, c'est une des époques charnières de l'évolution de l'homme, qui permet d'avoir des... alors, le néolithique débute selon les endroits dans le monde à des périodes différentes, il y a des endroits plus précoces que d'autres, entre 15 000 ans, moins 15 000 ans, et moins 10 000 ans ou 9 000 ans chez nous. Mais comme nous avons profité de races qui ont été formées plutôt à l'extérieur de notre bassin de vie, on peut dire qu'à partir de 15 000 ans, que ce soit les chiens en premier, alors donc d'accord, premier compagnon de l'homme, c'est possible, très probablement les chiens en premier, mais vous voyez qu'on est quand même très très loin de l'apparition de l'homme moderne, de l'homo sapiens, on est quand même de 15 000 ans après, donc l'homme s'est débrouillé sans animaux domestiques pendant longtemps, mais l'arrivée des animaux domestiques va bouleverser son évolution. Et après, ce seront les caprinés, les ovins, les vaches, les porcs, le cheval et le chat, assez tardivement, sont des animaux très connus, qui ont bonne réputation auprès de l'homme, et qui sont arrivés, malgré tout, assez tardivement. Si on regarde quelques évolutions de certaines espèces un petit peu clés, on voit que la constitution des souches domestiques se fait à partir des origines sauvages. Pour le chien notamment, bien, ce sont les loups. Alors il y a des discussions sur les types de loups, parce qu'il y a le loup d'Europe, le loup gris, celui dont on parle actuellement, ou peut-être plus sûrement un loup de type loup d'Abyssinie, qui est déjà assez proche d'un type chien, qui a donné différents types de souches, de populations. On ne va pas les appeler déjà des races, parce qu'à l'époque, c'était plutôt des animaux qui s'isolaient par les déplacements de l'homme. Et l'homme a, que ce soit ici dans la zone sud-ouest, basque espagnole, que ce soit ici dans les îles britanniques, ou ici dans les chiens sauvages d'Australie, vous voyez des types qui seront assez proches et qui vont donner ensuite des lignées d'animaux. Donc là, on est sur les souches anciennes, historiques. Si on regarde l'évolution d'un animal comme le sanglier, qui va donner le porc, il donnera le porc après d'importantes modifications anatomiques, notamment, et qu'il est amusant de constater sur l'évolution du crâne. Le sanglier caractéristique par un groin très long et une position du corps comme ça en bosse avec un arrière tombant, et ce sont ces caractéristiques qui vont évoluer au fur et à mesure. Et si on regarde des souches toujours existantes qui sont des porcs de certaines zones d'Afrique ou de certaines îles du Pacifique, ils ont un type un petit peu sanglier, même si la croupe se remonte. Et ensuite on arrive sur les races anciennes, comme le porc gascon, qui est une race locale ancienne, avec le type qui a déjà bien évolué, et ensuite les races plus modernes, et systématiquement l'évolution du front, de l'os frontal, se fait de plus en plus concave, de plus en plus creux, par une perte sans doute du fouissement, une perte d'un changement de comportement. Voilà une évolution, par exemple, qui nous amène au porc actuel. Et si on regarde le mouton, grande espèce également à travers le monde, eh bien c'est un départ sur le mouflon sauvage, et le mouflon sauvage, qui est un animal très cornu et peu laineux, avec plutôt des poils, va donner une évolution pareille à partir de races qui sont primitives, archaïques, qui existent toujours, puisque ça c'est une photo d'un mouton hollandais, mais qui est typique d'une race très ancienne, des races dites rustiques, qui vont être les descendantes de ces races anciennes archaïques, et des races qui, on va dire, modernes, productives, et l'on va même dire industrielles pour les dernières d'entre elles, qui vont apporter, vous voyez, pour certaines, beaucoup de laine, ou beaucoup de forme, de taille, pour produire un peu plus de viande. Si on regarde les bovins,
Eh bien, les bovins, on peut se fier par exemple aux représentations d'aurochs anciennes, hein, qui sont d'une époque où il n'y avait quasiment pas, de domestication a priori encore, elle a commencé juste après. On voit qu'il y a dans les graphiques égyptiens, il y a des animaux qui sont cornus, qui ont des caractéristiques de l'origine sauvage ancienne, mais qui sont déjà très typiques par ce qu'on appelle la polychromie, plusieurs couleurs. Alors, aujourd'hui, on verrait des animaux comme ça, on dit « Oh, tout ça, c'est du croisement, c'est tout croisé ». Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Ce sont, à l'époque des Égyptiens, on ne cherchait pas à faire des croisements, on cherchait à choisir des robes qui avaient un sens, qui étaient attrayantes, et qui étaient surtout le plus différent possible de la robe sauvage, pour donner une certaine qualité d'élevage. Et donc, la diversité des robes, la multiplicité des robes, n'est pas automatiquement un signe de croisement récent, ça peut être au contraire un signe d'hétérogénéité très ancienne. Je le redirai dans les présentations. Dans l'évolution des bovins, on retrouve des races que l'on va considérer pareil comme anciennes, un peu primitives. J'en dirai un petit peu un mot tout à l'heure, la race du littoral, ici, chez nous. Et puis ensuite, on évolue avec des races, vous voyez, dont les formes s'arrondissent. On a ici une vache blonde d'Aquitaine prévue pour une production déjà. Et puis on arrive à des races qui sont quasiment énormes, difformes, on pourrait dire, qui sont des races de la période d'industrialisation récente. Et c'est tous les enjeux dont on va parler. Si bien que chaque race domestiquée, chaque espèce sauvage domestiquée va donner un groupe d'animaux que l'on va appeler des races primitives, qui vont varier selon les pays où on est, mais qui vont être chacune à l'origine de lignées de races dans lesquelles l'homme va les puiser au fur et à mesure de son évolution sur plusieurs millénaires pour créer les races actuelles. Donc ces races primitives, certaines d'entre elles existent encore, où il en reste des traces, et on considère qu'en termes de ressources génétiques, il est fondamental de les identifier, de savoir que ce sont des souches très anciennes, et de pouvoir les préserver en tant que telles, même si par ailleurs elles servent aussi à des croisements, mais qu'au moins elles soient conservées en tant que telles. Si on regarde ce qu'en sont devenues par exemple les vaches, de cette histoire de rock primitif, et bien finalement on a divers types de vaches dans différents pays qui ont des attributs, vous voyez, physiques, qui ont fait l'objet de choix humains, probablement pour l'esthétique pour certaines, pour les poils, pour le fonctionnel, parce que ce sont des races de pays froids, d'Écosse, ou ça c'est des races de la région qui pour certaines ont gardé les grands cornages ou ont été choisies par l'homme pour avoir des robes un peu plus uniformes. Alors on évolue, on avance, on se retrouve dans des périodes un peu récentes et on se retrouve dans de la sélection poussée qui a eu lieu depuis les dernières années, les dernières décennies, en gros depuis la fin de la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu un choix stratégique pour faire de la production et on en arrive à des animaux qui sont des animaux qui vivent. On aura l'impression qu'ils sont sortis de bande dessinée, mais non, ce sont des taureaux reproducteurs, des taureaux à viande, améliorateurs. Ça. Et là, c'est un groupe d'animaux qui ont été clonés pour avoir des qualités de production homogène. Ça, c'est le côté viande. Et le côté lait, on en parlait en introduction, ce sont des races qui produisent énormément, qui sont monofonctionnelles. On produit du lait, on produit du lait. Et il faut que toute la sélection génétique oriente vers plus de lait. Même s'il y en a trop et qu'on le jette après, au moins il faut en produire beaucoup. Une des règles qu'on avait un peu trop oubliées, c'est que plus on augmente la production d'un animal, plus on pousse cet animal vers la production, forcément par définition, plus on baisse le patrimoine génétique dont il dispose, il a moins de diversité génétique, c'est normal puisque c'était l'objectif de foncer dans un objectif particulier. Donc on augmente la production, d'accord, mais il faut toujours savoir qu'on baisse la variabilité génétique, c'est-à-dire que le jour où on voudra revenir en arrière, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible sur une race qui aura été poussée, alors qu'on pourra toujours retrouver quelque chose en arrière sur une race plus ancienne, moins sélectionnée. Un autre exemple qui est issu de l'aviculture de type industriel, ce sont des grands couvoirs, des grandes zones de production, etc. Un point intéressant qui a été publié dans une revue scientifique, c'est tout simplement l'évolution du poids des poulets de chair, et ils sont juste allés chercher dans les archives ce qui se passait dans les années fin des années 50,
fin des années 70 et plus récemment. Et bien, ils se sont aperçus que dans la production, on ne parle pas des fermes, mais on parle dans les filières de production, les poulets à 56 jours, c'est pas vieux 56 jours, hein, ça fait moins d'un mois, c'est 1,8 mois et quelques, à 56 jours, dans les années 57, même dans les fermes de production un peu intensives, au moins à moins de 2 mois, ça ressemblait à un gros poussin, un petit poulet. Alors que maintenant, au même âge, ça fait 4 kilos et ça ressemble à une espèce de vieux poulet, là, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous avez vu la prise de poids en quelques décennies, elle est considérable, et c'est au prix de stratégies, bien sûr, d'alimentation, de traitement, mais c'est au prix aussi de ce qu'on peut appeler une optimisation génétique. Donc, on va essayer de chercher tout ce qu'on peut faire produire. Donc ça, c'est considérable comme évolution. À tel point que l'on peut dire que la génétique est tellement concentrée, appauvrie, que si on prenait sur une seule population, on ne peut même plus parler de race aujourd'hui, ce sont des populations, les laitières Primolstein, elles sont diffusées dans le monde, et il y en a plusieurs millions de ces Primolstein dans le monde. Elles sont tellement parentes entre elles qu'elles n'ont pas plus de variabilité génétique, d'originalité génétique, que si on faisait un groupe de 50 vaches qui n'avaient aucune parenté entre elles. Donc imaginez que l'on trouve 50 animaux, ou essayons d'imaginer 50 humains, peu importe, qui n'ont aucune parenté entre eux, c'est-à-dire qu'on remonterait à 6 ou 7 générations en arrière, il n'y aurait pas de parenté. Eh bien, 50 individus ont un patrimoine génétique qui est le même que 3 millions de bovins dans le monde. C'est dire la consanguinité qui a été instaurée, et elle a été instaurée par des outils comme l'insémination artificielle, qui peut avoir un intérêt, mais qui a aussi cet effet de concentrer énormément la génétique. Et par exemple, il suffit qu'un taureau qui aura été sélectionné par un centre comme étant très performant, il suffit qu'il ait 1 million de doses de reproduction de semences qui partent dans le monde, parce que c'est comme ça que ça se passe, et il aura 1 million de filles dans le monde. Donc, il y a, et c'est pas une théorie, hein, il y en a au moins un, puisque je l'ai lu dans la presse spécialisée, au moins un, on a son nom, c'est qui il est, il a fait 1 million de filles. C'est-à-dire que, on peut peut-être pas dire qu'il a un tiers de la population mondiale, parce qu'entre-temps, les choses ont évolué, mais c'est considérable au regard de la population mondiale. Et ça, c'est un appauvrissement de la génétique, contre lequel il faut absolument faire quelque chose. Comment ça se passe, en fait, cette évolution depuis les souches sauvages, lorsque je vous expliquais qu'il y avait d'une part, à un moment donné, des choix de l'homme qui diversifiaient la population, mais qu'après, on se retrouvait avec, au contraire, une chute de la génétique. C'est qu'en fait, il y a deux mouvements après la domestication. D'une part, on parle d'animaux qui sont à peu près tous semblables, puisque les différents, ils sont peu ou prou éliminés, mais ils sont à peu près tous semblables. L'intervention de la sélection humaine, c'est de faire des choix de diversité. Et vous voyez, cette photo symbolise ce choix. Les chiens, il y en a de toutes sortes. Quelquefois, on peine à retrouver leur ressemblance. Il faudrait revenir à leur squelette pour voir qu'ils sont similaires. Mais en fait, cette diversité apparente, de taille, de couleur, elle est ensuite quelquefois combattue par l'homme lui-même, qui, par sa volonté de retrouver, de refaire, de recréer des races, va refaire une sélection, alors qu'il avait... C'était pas les mêmes hommes, c'était les hommes d'une époque, et après on parle des hommes d'aujourd'hui. On va refaire une sélection pour essayer d'avoir des animaux qui vont tous se ressembler. Donc on peut travailler sur le domestique à plusieurs échelles. On peut travailler à l'échelle d'une race qui sera déjà très sélectionnée, et là il faut penser à dire aux responsables de ces races, attention, si vous voulez que tous vos chiens aient la même queue, les mêmes oreilles, les mêmes ceci, les mêmes cela, vous allez appauvrir votre population. Mais d'un autre côté, on peut retrouver des gènes dans les races, dans les autres races, qui ont gardé une diversité. Alors, un petit point déjà de conclusion sur la partie historique. On a à notre disposition dans le monde toute une variété, une panoplie de diversité, de biodiversité, sauvage, je l'ai dit, domestique. Toute cette biodiversité est menacée par différentes choses. Dans le sauvage, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous entendez
vient en parler, beaucoup de pertes de biodiversité, des disparitions de mammifères, d'amphibiens, des races menacées d'extinction, il y a des listes rouges, donc c'est un peu suivi, même si on ne peut pas faire grand-chose. Dans le monde domestique, on en parle peut-être un peu moins parce que c'est un monde qui est plutôt dominé par la production et donc on oublie de s'intéresser souvent à la diversité qu'il y a derrière. Mais il faut savoir que dans le monde, un rapport de la FAO, de l'ONU, avait pointé il y a une dizaine d'années, et je n'ai pas eu connaissance qu'il y ait un nouveau rapport, mais je pense que c'est un peu pareil, la disparition de 6 races par mois dans le monde, ce qui ne doit pas nous étonner quand on sait que tout ce qui s'est passé chez nous et que l'on combat la disparition de ces races, elle se passe en ce moment dans tous les pays du continent africain, du continent indien, où là, l'afflux la modernisation de l'élevage bat son plein et on fait disparaître toutes les races locales, tout au moins on les croise. Donc maintenir une variabilité génétique, c'est un objectif qui est très très important, qui devrait être une ligne de conduite en parallèle de la biodiversité pour les autorités. Ce sont des enjeux, c'est pas simplement de la préservation de musées, c'est de vrais enjeux, des enjeux économiques, parce qu'on pourra avoir besoin de ces ressources, ce sont des enjeux de société. Quand on a besoin de changer de mode de production, de consommation, il faudra peut-être changer de type d'animaux ou de végétaux. Et puis c'est un problème environnemental, on va le voir aussi, parce que les besoins énergétiques, les besoins de consommation et les besoins en eau ne sont pas les mêmes selon que l'on est une race ancienne rustique ou une race plus moderne. Donc les races anciennes, elles sont porteuses d'une partie de ce patrimoine, en tout cas elles en sont beaucoup plus porteuses que les races sélectionnées. Ce sont donc des ancêtres en termes génétiques, et ce sont des animaux dont on aura besoin. On le sait parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des cas où on sait que ça a été utile de retrouver ces races-là. Donc là aussi, un autre rapport de la FAO avait déjà bien mis le doigt sur le fait que des races locales et anciennes, ce n'est pas simplement une préservation pour s'amuser, pour le plaisir, pour les musées, ce sont des caractères utiles, la longévité. C'est caractéristique, tous ceux qui connaissent les bovins savent qu'il n'y a pas la même longévité sur certaines races que sur des races modernes qui ont un objectif de production. La fécondité est souvent plus élevée, les qualités maternelles sont bien plus fortes, elles disparaissent souvent lorsqu'on a sélectionné des animaux de production. La rusticité et la résistance à certaines maladies, c'est des choses qui sont mal étudiées et qui sont parfaitement expérimentées par les éleveurs, par les vétérinaires également. On sait qu'il y a des différences de résistance. L'adaptation à une alimentation pauvre, c'est quelque chose dont on se fichait complètement il y a quelques décennies, puisqu'on était dans un système de progrès pour lequel on ne se posait pas les questions. Aujourd'hui, on sait très bien que ce serait très utile d'avoir des animaux qui produisent à moindre coût, et également l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose dont on commence à parler, sur lequel il faut travailler, mais qui est une prédisposition des races les plus anciennes. Alors, je vais passer un petit peu en revue, même si c'est un peu le catalogue, mais je vais essayer de l'éviter, les races que nous avons autour de nous et qui sont issues de cette sélection génétique lente d'avant une sélection industrielle. Alors, il n'y a pas loin d'ici une race basadaise qui est connue de longue date, qui a fait ses preuves, qui est une race locale. Elle n'est pas forcément très menacée, mais elle a des petits effectifs. Une race comme la vache basadaise, c'est moins de 4000 animaux en France. Donc c'est une petite race par rapport à celle qui en compte 100 000. Et c'est une race qui est typiquement locale. Donc ça vaut le coup de la conserver, et les éleveurs ont la mission d'essayer de la conserver tout en l'utilisant en valorisation. Je vais vous citer des races qui ont failli disparaître. Il n'y aurait pas eu de programme de conservation, on n'aurait pas pu les présenter devant vous aujourd'hui, elles ne seraient plus là. Typiquement la vache béarnaise, qui est une vache des Pyrénées, son nom l'indique du Béarn, mais en fait c'est la seule de toutes les races pyrénéennes là, des Pyrénées-Atlantiques, qui allait du Pays Basque au Béarn, presque jusqu'à la Bigorre, qui est restée dans certaines vallées, puisqu'à un moment donné, il avait été décidé que cette race de vache ne devait plus continuer à subsister, puisque, après-guerre, on a considéré que de même qu'il y avait trop de communes, trop de fromage, trop de je sais pas quoi, il y avait trop de races de vaches, et c'était un objectif, il fallait supprimer les petites pour laisser la place aux grandes. Précision quand même, à l'époque, cette race de vache comptait
presque 200 000 têtes dans toutes les Pyrénées, le Piémont, les Landes, presque jusqu'ici, et les Landes de Gironde. C'était considérable, 200 000 vaches. Aujourd'hui, il y a très très peu de races en France qui atteignent ce chiffre-là. Même les grandes le dépassent un peu, mais très peu. Donc c'était une fausse petite race, mais il avait été décidé de la supprimer. Et en fait, elle a été supprimée au profit d'une autre qui est connue maintenant, qui est la blonde d'Aquitaine, qui elle est une création de 1960 par fusion de 3 races locales, l'une qui venait du Quercy, l'autre qui était une race locale d'ici, la Genèse, qui était une race déjà bien développée à viande, la Garonnaise également on l'appelait, et cette blonde des Pyrénées. Donc un choix dans les années 60 d'augmenter la production du bovine française. Et en fait, il en a survécu, mais pas beaucoup, puisqu'il en a été retrouvé une petite centaine dans les années 80, qui ont fait l'objet d'un programme de conservation. Il faut dire qu'elle était très utilisée, d'une part pour faire un peu de lait pour le fromage de montagne, avec du lait de brebis, d'autre part pour la traction. C'était une bonne vache de traction. Quand la traction a disparu et qu'on a dit finalement le lait des vaches de montagne comme ça, c'est pas très intéressant, il vaut bien mieux prendre les grosses races laitières là, qui sont en train d'arriver sur le marché, elle n'avait plus trop de raison d'être. Donc aujourd'hui, quelques personnes ont continué, ont repris ces animaux. On a la chance de se retrouver avec des producteurs qui refont du fromage, qui refont du lait et qui comptent à peu près maintenant. On a multiplié par 4 l'effectif. On se retrouve à 400 animaux et une petite centaine d'éleveurs qui travaillent dessus. Je montre une autre. Il y a 3 ou 4 races de vaches qui ont failli disparaître. Celle-ci, qui s'appelle la bordelaise, a été encore plus menacée que la précédente, puisque on l'a considérée comme éteinte dans les années 70 définitivement. Et il a fallu qu'on remonte sur des archives comme celle-ci, qui a été prise à la fin du 19e siècle, où on voyait des photos d'animaux assez bigarrés, assez diversifiés, pour comprendre que finalement, un peu comme sur les frises des Égyptiens, il n'y avait pas qu'un seul type de bordelaise, et que les premiers qui ont fait des enquêtes pour chercher si elle survivait s'étaient peut-être trompés en ne cherchant qu'un seul type. Et le type qu'ils ont cherché, c'est celui qu'on avait vu dans les derniers concours à Bordeaux et à Paris, qui était une espèce de mouchetage comme ça, très fin, comme une nuit étoilée, certaines, c'était une très belle robe. Il n'empêche que quand on regardait des documents plus anciens, que ce soit sur les dunes de Biscarros devant la mer, ou sur le bassin d'Arcachon, ici, dans les réservoirs du domaine de Serres, on voyait qu'il y avait des animaux qui étaient tachetés, moins tachetés, et que tout ça, c'est une population qui s'appelait autrefois l'ancienne race de Guyenne, ou race bordelaise. Et là, on a recherché un petit peu plus finement, en ayant les œillères un peu plus ouvertes, pour se dire peut-être que finalement, on ne cherchait pas au bon endroit, et on a retrouvé quelques descendants des vaches bordelaises qui depuis les années 80, ont prospéré et ont permis de reconstituer un cheptel qui aujourd'hui est utilisé par des éleveurs. Et vous voyez que cette robe un peu particulière a été retrouvée. C'est une race qui était, en fait, sous le nom de bordelaise, elle était très répandue. Elle était bordelaise parce que le marché du lait, le marché du fromage était pas mal sur Bordeaux. Mais en fait, je sais, pour avoir beaucoup traîné aussi dans ce secteur-là, qu'ici même, il y avait des vaches bordelaises dans le secteur. Il y en avait pas mal dans le Lot-et-Garonne, il y en avait beaucoup dans le Basanée, il y en avait également au Dordogne. C'était une très bonne race laitière qui a juste eu pas de chance, c'est qu'à partir de l'entre-deux-guerres, il y en avait des plus laitières qu'elles qui sont arrivées du nord de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a des producteurs, il y avait 3 ou 4 éleveurs quand on a lancé la conservation, il y en a plus de 60 aujourd'hui, et certains font du fromage, certains font du lait. Ce sont des races qui sont en production locale, en petite exploitation, mais qui sont en production. Je vous dis un mot d'une autre race qui a un profil totalement différent, mais dont il faut absolument parler parce que c'est une ressource dans la génétique régionale. Ce sont ces vaches qui étaient sur le cordon dunaire tout le long des dunes, depuis la pointe de Grave jusqu'au Pays Basque, qui vivaient à l'état un petit peu sauvage, qui ont été décimées
avant la dernière guerre, et on l'a pensé également disparu. Donc ça, ce sont des photos qui sont prises à différents endroits, pas loin du bassin d'Arcachon, sur la dune de Cazaux, sur l'étang de Biscarrosse, et ici sur l'étang d'Ourtin. C'est le plus ancien document que je connaisse qui montre un taureau de race landaise marine, on l'appelait marine, parce qu'elle allait dans les marais, là, dans la Gourtin. Et en fait, c'est un taureau qui a été photographié à l'occasion d'une chasse à courre, où il est poursuivi par les chiens, on le voit ici. Donc c'est un document qui est assez unique, qui nous permet de montrer, en plus on sait l'endroit où ça a été pris, qu'il y avait des vaches et des taureaux sauvages dans la forêt d'Ourtin, un peu comme dans d'autres endroits. Ces animaux ont pratiquement tous disparu, et il en a été, on ne l'a pas su pendant longtemps, conservé un noyau dans une enclave militaire, celle du CEN de Biscarrosse. À une époque, elles étaient présentes, et finalement il y a eu un troupeau juste à côté qui a permis de retrouver ce type assez particulier, vache dite marine, landaise. En fait, c'est l'authentique landaise qui a donné naissance aux courses landaises autrefois, et qui a été réutilisé, alors non pas dans l'élevage conventionnel, mais dans l'éco-pastoralisme, c'est-à-dire l'entretien des espaces naturels, parce que c'est du élevage très rustique, très capable de vivre dans ces zones-là, et vous la voyez ici, là, dans des zones naturelles de la région, dans des réserves naturelles, où elle a une vocation très particulière, qui rejoint son utilisation un petit peu ancienne, historique, enfin c'est pas une utilisation, son mode de vie un peu à la sauvage. Alors ces animaux sont également très habitués à aller en forêt, ils vont démarrer en forêt, et ils sont aujourd'hui très appréciés par les gens qui sont des acteurs de la biodiversité naturelle cette fois-ci, donc tous les gestionnaires d'espace, les gestionnaires de réserves naturelles, de terrains protégés. Nous travaillons beaucoup avec des fédérations de chasseurs aussi, qui ont le souhait d'entretenir de façon écologique leurs espaces, là où une race plus moderne ne s'en sortirait pas. Voilà cette vache avec un avant assez foncé, qui a des petites cornes et qui a une esthétique certaine. Et on la retrouve dans des grands espaces ici, comme la réserve de l'étang de Cousseau en Gironde, où elle est sinon en liberté, parce qu'elle est gérée avec les règles actuelles, mais elle est en quasi-liberté dans ces grands espaces. Une des conséquences de cette action de conservation qui a été menée depuis toutes ces années, c'est de voir ces trois races-là qui sont symboliques, dont je viens de parler, symboliques parce qu'on les croyait disparues, pour certaines on a eu beaucoup de mal à les retrouver, de les voir toutes croître, chacune à leur vitesse, mais avec une croissance qui est de plus en plus forte. Donc l'important, c'est non seulement que les effectifs croissent, mais qu'en parallèle, des éleveurs ou des utilisateurs se proposent, et nous avons, surtout dans les races béarnaises et bordelaises qui sont portées avec des agriculteurs, nous avons un réseau d'éleveurs, d'agriculteurs, et nous avons la chance de voir que des jeunes viennent et demandent ces races-là, parce que pour eux, une race de ce type-là permet d'avoir un projet d'élevage différent de ce que leurs parents ou grands-parents ont pu avoir, et de s'inscrire dans une nouvelle vision de l'élevage. Alors, à côté de ces races bovines, qui, il faut le dire, ont été quand même un des problèmes les plus difficiles à traiter en conservation, parce qu'on ne s'improvise pas éleveur de bovins. On peut élever des poules dans son jardin, mais les vaches, c'est compliqué, il faut une technicité, et puis il faut des outils de préservation génétique très particuliers. Je ne l'ai pas cité là, mais comme la collecte de semences, nous faisons depuis 25 ans de la collecte de semences de ces animaux-là. C'est extrêmement onéreux. Il faut plus de 5 000 € pour mettre un taureau en cryoconservation de semences, mais c'est indispensable, il faut le faire, et nous l'avons fait comme ça sur des dizaines et des dizaines de taureaux depuis le début du programme. Donc on a des actions qui portent avec des éleveurs sur différentes autres variétés, et vous allez voir qu'il y a énormément de ressources dans notre région, qui est peut-être une des premières de France, hein, on l'a compté, donc je peux le dire. Le point néerlandais, c'est une variété historique de la région. Elle a son pendant un peu dans les montagnes du Pays Basque, où on retrouve les potiocs. Ce sont des races qui ont été conservées ici. Il n'y en a quasiment pas d'équivalente en France, à part un peu le petit cheval de Camargue, qui est un peu le même type d'origine. Mais sinon, ces petits chevaux, ce sont les races historiques de chevaux. Les grandes races de chevaux, que ce soit bien sûr les chevaux de course, les pur sang, qui sont très évolués sur le corps de la sélection, ou même les chevaux de traction, comme les
percherons ou les chevaux bretons, ce sont des chevaux qui sont très travaillés. Ils ont été sélectionnés à l'ancienne, mais ce sont des chevaux qui étaient vraiment, à une époque, c'était vraiment le tracteur, ils ont été très travaillés. Ça, ce sont des chevaux extrêmement rustiques, qui sont très très anciens, très archaïques dans l'histoire dont je parlais tout à l'heure. On travaille aussi sur des groupes d'ânes. L'âne a été bien sûr abandonné dès qu'il n'y a plus de portage, dès qu'on n'a plus voulu faire de mules. Mais aujourd'hui, il y a des éleveurs qui lui ont trouvé une nouvelle vie, que ce soit pour faire de la promenade, du petit portage, des choses comme ça. Il y a la production de lait d'ânesse qui est aussi relancée par certains éleveurs. Donc l'âne des Pyrénées, très typique, utilisé pour beaucoup dans les Pyrénées et en Gascogne pour la descente depuis les montagnes, et la fabrication des mules. En bas, ce sont des mules. Toute la forêt landaise a été débardée dans le siècle précédent par des mules. C'était des mules qui travaillaient toute cette forêt. Donc, sans mules, il n'y aurait pas eu possibilité d'exploiter la résine. Donc, le trésor vert qui a été dépeint, on doit beaucoup à ce type d'animaux qui étaient à la base du fonctionnement économique et de toute une région. Du côté du Poitou, pareil, le baudet du Poitou, le baudet historique, l'un des plus anciens baudets de France, qui lui aussi était utilisé comme reproducteur pour faire des mules. La mule était tellement importante qu'il fallait des races pour faire la mule. Et on utilisait avec le baudet du Poitou des juments comme ça, qui sont des juments dites mulassières pour faire les mules. Et donc il y a dans le Poitou deux variétés de races particulières. D'un côté la race de baudet, la race d'âne, de l'autre la race de jument mulassière, et ces deux races se combinent pour pouvoir fabriquer les mules. Et à l'origine, il y a bien deux races. Passons un peu aux variétés porcines. Là, je vous fais vraiment le catalogue complet, mais peut-être que vous avez pas complètement en tête l'importance de chacune de ces races et l'importance du porc, par exemple, dans la vie, dans la survie des gens pendant des siècles, peut-être des millénaires. C'était considérable. Pas de porc, pas de gras, pas de moyens de conservation. Et énormément de choses sont passées par le porc. Et la France avait, en 1900, il y a une publication qui liste les 22 races de porc françaises. Il y en a une par région, voire même plusieurs par région. Chaque région a une race de porc adaptée qui correspond aux capacités alimentaires du pays, du territoire, aux besoins des habitants. Il y a des gens qui utilisaient plutôt le gras, il y a des gens qui utilisaient plutôt la viande en confit, d'autres avaient plutôt d'autres pratiques, les animaux montés allaient en montagne se nourrir dans les châtaignes. Et donc là, on a la race porc gascon, qui est l'une des 4 races qui ont survécu des 22 dont je parle. Donc il est resté 4 races, et sur les 4 races françaises, 3 sont dans la région. Le porc gascon, le porc basque et le porc du Limousin. Et l'autre, c'est le porc blanc de l'Ouest. Après, il y a d'autres variétés locales qui ont été un peu transformées, et puis il y a surtout les variétés anglaises, britanniques qui ont été introduites et qui sont aujourd'hui la variété industrielle. Donc le porc gascon, rustique, vivant en plein air, capable d'être élevé et de s'alimenter en partie à l'extérieur, et qui fait une charcuterie de grande qualité parce qu'il y a des croissances plus lentes, parce qu'il y a des qualités organoleptiques particuliers du fait de l'alimentation que ces animaux sont capables d'avoir. Parce que vous pouvez mettre un porc industriel en plein air dehors, il ne va pas s'alimenter, donc il ne va pas avoir la croissance de lui, il va dépérir et mourir et non pas profiter d'une végétation naturelle ou de glands, de faines, de choses comme ça. Dans la partie montagne, c'est une variété dite cul noir, vous voyez, blanc au milieu, les fesses noires, c'est le porc basque, qui est en fait un porc pyrénéen. Dans toutes les Pyrénées, il y avait des porcs comme ça, on avait jusque dans le Piémont, jusqu'ici, le porc blanc et noir, c'est le porc ancien typique, et celui-ci a fait l'objet d'une relance. Dans les années 80, il restait même pas une dizaine de femelles, et 3 mâles, 3 vérins. Aujourd'hui, il y a des groupements de producteurs qui ont obtenu une AOC et qui sont en train d'obtenir une AOP sur le porc basque sous une appellation qui s'appelle Quintora, c'est-à-dire que ça va être une production locale. Quintora, c'est une petite vallée du bout de la vallée des Adules. C'est une production locale, de qualité, à forte valeur ajoutée pour les éleveurs, et il y a un groupe de presque une centaine d'éleveurs qui travaillent autour
qui travaillent chez eux, dans leur territoire, avec une race locale, et ça permet aussi d'avoir une originalité par rapport à d'autres productions qui sont peut-être de qualité, mais une originalité particulière. Et ce qui est du porc noir, le gascon, il y a une appellation que vous connaissez peut-être aussi, pas très loin dans les Pyrénées, en Bigorre, qui s'appelle le noir de Bigorre. Le noir de Bigorre, c'est du porc gascon. C'est grâce au porc gascon qu'on peut faire l'appellation noir de Bigorre. Donc voilà deux exemples où des races, et la menace était la même, porc gascon, il n'en restait presque plus, des races qui étaient au fond du trou, quasiment disparues, et qui aujourd'hui servent, sont utiles. En plus, elles vont en montagne, elles vont manger les châtaignes. Il y a toute une organisation territoriale et humaine qui est très utile. Alors, on a aussi fait une préservation sur une variété de chèvres. Vous allez trouver qu'il y en a beaucoup de ces races en conservation. Mais c'est normal, il n'y en a pas autant que des pommes, mais vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et la diversité de cette chèvre lui permet d'être très adaptée à la vie en montagne. Et c'est une chèvre qui peut être prête, qui fait du lait, mais qui en fait peut-être moins que les races modernes, mais en contrepartie, elle peut vivre dehors. C'est-à-dire que quand on fait un équilibre financier sur ce qui rentre de la vente des produits et ce qui sort de la dépense du coût d'exploitation, eh bien, ça se discute. Je ne suis pas économiste, j'en sais rien, mais ça se discute. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de qualité de vie, ça se discute aussi pour l'éleveur, et en termes d'utilisation dans le territoire, ça a aussi un intérêt. Parce que ce n'est pas tout à fait pareil que d'avoir une chèvrerie fermée industrielle et des chèvres qui vont en extérieur. Donc on les retrouve dans des territoires de montagne, où elles exploitent la montagne. Et petit clin d'œil à l'histoire, ce sont les chevriers, notamment du Béarn, qui, pour la qualité de leur lait, avaient pris l'habitude, depuis le 19e siècle, de monter à Paris, comme on dit, de prendre la route à pied et de faire tous les ans une transhumance, une migration, jusque dans le cœur de Paris, alors dans plusieurs villes. Il y en avait dans la plupart des villes de la région. J'ai des photos sur pratiquement toutes les villes de la région avec des troupeaux de chèvres qui passent. Les gens vendaient le lait au pied des chèvres, hein, les bergers, les chevriers le vendaient. Le lait, il faut dire, a été très apprécié au XIXe siècle. Il sont arrivées des recommandations d'hygiène, de qualité. On a commencé à savoir que le lait de chèvre avait beaucoup de valeur, avait été intéressant pour les enfants, et donc il était demandé. Et la migration les emmenait jusqu'à Paris. Il y a des familles entières de chevriers béarnais qui partaient à Paris vendre le lait au bol et faire un peu d'argent. Les Pyrénées sont aussi un bassin de préservation très important et très utile des races anciennes et des races locales. C'est peut-être pour ça que la région est si riche, c'est qu'on a des territoires comme les Landes de Gascogne au milieu qui étaient pauvres mais qui avaient leur race, le nord avec le Périgord qui avait des races particulières, et le sud avec les Pyrénées qui avait tout un tissu de races dans chaque vallée, dans chaque région. Et par exemple, en mouton, il y avait les manèges, il y a plusieurs types de manèges du côté du Pays Basque. Il y avait une brebis dite de basquaise, une brebis dite béarnaise. Il y avait un peu partout des brebis qui avaient comme caractéristique d'être traites, parce que l'herbage est de qualité, permettait de traire les animaux et de faire du fromage. Et donc la production des Pyrénées, c'est fromage de brebis, plus ou moins fromage de vache, notamment de béarnaise. La manèche à tête noire est une race qui n'est pas menacée en termes de conservation, c'est une race locale très typée, elle n'est pas menacée, donc nous ne menons pas un programme de conservation, et je souhaite la citer en tant qu'élément de diversité. De même que la brebis basco-béarnaise, qui n'est pas une race menacée, mais qui est aussi une race territorialisée, et qui a donc une vocation très importante à être locale, territoriale, avec une production locale de grande qualité, qui est la production du fromage. Et un petit clin d'œil aussi aux actions qui ont pu être menées sur, par exemple, les variétés de chiens, en tant que gardiens de troupeaux, qui se retrouvent au milieu des brebis, et ces chiens patous qui ont eu une recrudescence d'intérêt pour la conservation, la préservation contre les loups dans l'est de la France. Mais on a vraiment là aussi une tradition
pastorale ancestrale avec un travail sur les chiens, en sachant qu'il y a d'autres chiens qui sont des chiens de berger, qui ont une qualité de travail importante aussi. Et là, il y a toute une diversité derrière aussi des fonctions du chien. Je n'y reviendrai pas parce que ça irait trop loin. Je voulais juste vous dire qu'en travaillant avec sur cette zone des Pyrénées, on a identifié qu'il y avait malgré tout, malgré les races qui avaient été préservées, il y avait aussi une autre variété qui n'était pas conservée, qui n'était plus connue du tout, qui était un peu l'ancêtre de tout le monde, qui est cette petite variété de moutons que là-bas ils appellent moutons de broussailles. C'est parce que les moutons se retrouvent dans les zones les plus hautes des montagnes du Pays Basque. Alors c'est pas très haut les montagnes du Pays Basque, mais c'est les zones qui sont les plus hautes où l'élevage traditionnel a le moins. Les brebis laitières ne montent pas très haut parce qu'il faut qu'elles soient traites, il faut qu'elles aient un herbage de qualité. Donc en fait ce sont ces petits moutons qui allaient en haut et on en a retrouvé très peu, mais suffisamment pour relancer la race. Il y a juste une douzaine d'éleveurs, aujourd'hui une quinzaine peut-être maintenant, qui élèvent ces animaux et on a bataillé pendant 20 ans pour essayer de conserver cette souche-là qui reste maintenant implantée au Pays Basque. Alors je dis quand même quelques mots d'une autre race de mouton qui est le mouton landais, parce que je veux aussi plaider la cause de ce mouton landais dont plus personne ne connaît l'existence, alors qu'il ne pouvait y avoir aucune vie sociale ou économique dans toutes les landes de Gascogne, ce qui comprend une petite partie du Lot-et-Garonne, s'il n'y avait pas eu le mouton landais. Et donc, il y a comme ça dans l'histoire des choses qui sont totalement oubliées, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. Je peux vous garantir que s'il n'y avait pas eu de mouton dans les Landes, il n'y aurait non seulement pas de pain aujourd'hui, mais il n'y aurait eu personne pour y vivre, parce que sans mouton, on ne pouvait rien faire pousser, il fallait le fumier du mouton. Donc on s'est retrouvés, enfin, je fais rond comme si chacun de nous était concerné, mais les habitants des Landes se sont retrouvés à devoir vivre, à devoir cultiver, et pour vivre et cultiver, il leur fallait, je reviens un petit peu là-dessus, il leur fallait avoir un minimum de fumier pour faire des cultures. Eh bien, il y avait une chance, dans leur malchance de vivre dans les Landes, c'est qu'il y avait des immensités de territoires inoccupés mais pas incultes, dans lesquels il y avait de la bruyère, des petites bourdaines, de la molinie, il y avait des choses en pauvres, mais en immense quantité. Il suffisait d'y envoyer les moutons et de les garder, et ensuite on les faisait revenir le soir vers la maison, et là dans une toute petite surface, qui était un petit parc, une petite bergerie, on mettait tous ces moutons-là pour qu'ils y fassent du crottin jusqu'au lendemain. Et on repartait dans la lande. Donc ce mouvement perpétuel d'aller et retour entre une grande lande assez pauvre, assez peu utilisée, et un retour autour du bercail, autour de la maison, pour y cultiver quelquefois juste quelques hectares de surface vivrière, c'est très important. Et regardez par exemple les chiffres. En 1890, il y avait 1,2 million de moutons dans ce qu'on appelle les Landes de Gascogne. C'est donc la moitié sud de la Gironde, une bonne partie des Landes, et je vous disais une petite pointe du Lot-et-Garonne. Il y avait 1,2 million de moutons. C'était la première race de France. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune race qui atteint 1 million de moutons en France. Aucune. Donc c'est quelque chose de considérable dont on n'a aucune idée de représentation aujourd'hui, d'avoir autant de moutons dans un territoire qui est grand, enfin qui n'est pas si considérable que ça. Au moment de la guerre, juste après la dernière guerre, il en restait quasiment plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il s'est passé qu'il y avait eu une loi qui avait imposé de transformer les landes en plantation de pin, avec obligation de planter du pin, et les bergers ont disparu. Le temps du berger était passé, la modernité arrivait, et les gens n'avaient plus besoin de fumier pour vivre, ou s'ils en avaient besoin, je ne sais pas, ils ont été ailleurs, et puis voilà. C'était tellement important qu'on disait, ça a été reconstitué par ceux qui ont travaillé au parc naturel régional des Landes, que 100 brebis, qui était une unité de base assez classique, 100 brebis pouvaient fréquenter 100 hectares de landes ou de forêt, aller pâturer dedans, et pouvaient ramener suffisamment de fumier pour ensemencer 4 hectares de céréales et faire du coup du pain pour 1 an pour une famille de 10 personnes. C'est un peu ce schéma-là.
Donc il est sûrement un peu réducteur, mais c'est pour montrer que sans ça, on ne pouvait pas faire le travail, on ne pouvait pas continuer à vivre dans ce pays-là. Donc voilà une ressource humaine, animale et économique considérable. Alors bien sûr, à côté, il y avait la laine, il y avait la viande sûrement un peu, mais totalement secondaire par rapport à l'objectif finalement du fumier. Donc ce mouton landais a été préservé un petit peu justement au musée de Marquès, où il y avait depuis le début du parc un petit troupeau, et puis nous avons retrouvé au conservatoire 2 autres troupeaux qui ont permis de compléter, de faire 3 origines, et on a monté un programme de conservation pour conserver et développer le mouton landais. Le problème, c'est qu'avec l'histoire dont je viens de vous parler, il faut être clair, aujourd'hui un mouton comme ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Déjà que les autres races, ça ne sert pas à grand-chose, nous dit-on, mais un mouton landais, je reconnais que j'ai toujours dit à tout le monde, il faut conserver ce mouton landais, mais soyons clairs, aujourd'hui, il ne sert à rien, on ne sait pas quoi en faire. C'est un petit mouton qui est monté sur des petites pattes, sur des chasses, hein, qui trotte partout. Sauf qu'en cherchant bien, il est hyper rustique. Et on s'est dit, on va bien finir par trouver quelque chose. Mais si je me replonge, moi-même, 30 ans avant, je reconnais qu'on n'avait pas la vision aussi claire qu'aujourd'hui. On ne pensait pas que l'évolution, la nécessité de conserver la diversité aurait pu être aussi forte. Mais il a fallu le faire, et on s'est retrouvé avec des animaux qui, grâce à leur rusticité, ont pu enrichir le milieu. Ils enrichissent le milieu parce qu'ils apportent un peu de crottin, parce qu'ils broutent. En broutant, ils diversifient le couvert végétal. On voit apparaître des petites plantes qui n'étaient pas, qui peuvent être empêchées de prospérer à cause de la boulimie ou d'autres choses. Et donc, ils ont une vocation à entretenir. Et on a fait, au Conservatoire des Aquitaine, une expérimentation de mettre un troupeau expérimental dans une zone, dans des grandes zones forestières pour l'entretien et la gestion un petit peu de ces sites-là. Et on s'aperçoit qu'ils ont un certain rôle, qu'ils ont une utilité, et on a continué ce projet, et en même temps, on a fait aussi de la valorisation, de l'utilisation des produits, des grands agneaux ont été utilisés en commercialisation, et donc il y a une petite économie qui se remet en place autour, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un groupe d'éleveurs, il y a une quarantaine d'éleveurs qui travaillent sur cette race de mouton landais. Vous voyez qu'il est assez intéressant de faire de la pédagogie autour, de recevoir du monde, de faire des transhumances un peu pédagogiques, mais ça recouvre quand même une réalité. On a aujourd'hui plusieurs, par exemple, cantines scolaires ou restaurants collectifs qui utilisent un petit peu le mouton landais à titre de consommation et de pédagogie en proximité de là où se trouvent les troupeaux de moutons. Et puis, on s'aperçoit que des zones quasiment périurbaines nous sollicitent pour mettre des animaux pour entretenir des espaces. Et puis, plus récemment, on voit des demandes sur la vigne qui autrefois était pâturée. Les vignes du Médoc ont toujours été largement pâturées, à tel point que c'était les moutons landais qui montaient des landes de Gironde, des landes du Médoc, jusque dans les châteaux du Médoc, et qui venaient pâturer la vigne, notamment en hiver. Et avant de partir, au moment de Pâques, les bergers vendaient leurs meilleurs agneaux sur place, dans le Médoc, et ils les faisaient partir d'un petit port qui s'appelle Pauillac, ce qui a permis de donner naissance à l'agneau de Pauillac, qui n'est pas du tout ni une race ni une production locale, c'est juste des agneaux landais qui, montant vers le nord du Médoc, dans les châteaux, étaient vendus sur place, et les meilleurs étaient vendus pour partir à Bordeaux ou ailleurs, et devenaient des agneaux de qualité. Alors, évidemment, ils les finissaient un petit peu dans les bergeries et dans les bonnes herbes du Médoc, parce que ce sont des herbes de qualité, et pour des animaux très rustiques qui venaient des Landes, arrivés sur de l'herbe des vignobles, ils prospéraient, ils avaient des très beaux agneaux. Donc l'histoire de l'agneau de Pauillac, elle est entièrement liée au mouton landais. Donc aujourd'hui, l'appellation agneau de Pauillac, le label rouge, est ressorti, mais il y a plusieurs races qui peuvent être agréées comme agneau de Pauillac, sauf la race landaise. Il y a aujourd'hui une quarantaine d'éleveurs qui produisent d'autres choses, mais des petits agneaux de qualité, parce que pâturer sur la bruyère, c'est quelque chose de qualité.
j'ai une petite projection, on verra le temps et la lassitude que vous avez après sur la petite vidéo sur la transhumance, si vous n'êtes pas épuisé par la présentation. Je passe ensuite, et la transition se fait avec ces moutons des Landes là, dans un érial landais, avec les volailles, puisque en partant des plus gros animaux, on en arrive finalement à des plus petits, tout aussi important aussi. Les races de volailles, notamment de plein air, c'est quelque chose qui est important, qui a du sens. Certes, il y a de la conservation de races qui se fait par des agriculteurs, par des collectionneurs, c'est utile, c'est intéressant, mais une race dans un espace, dans un milieu, dans un territoire, c'est aussi autre chose. C'est par exemple la poule gasconne, qui est la poule typique, alors, notamment du département, hein, ici, pour ceux qui sont ici, mais c'est une poule de la vallée de la Garonne. C'est une poule qui a été trouvée de Bordeaux à Agen et en descendant également un peu vers Toulouse, la vallée de la Garonne, parce que une poule d'une région un petit peu riche, plus riche que celle dont je parlais tout à l'heure, des terres pauvres, et une poule qui est assez ronde, qui est une très bonne poule ancienne, avec plusieurs caractéristiques, la rusticité, la résistance, elle pond, et quand elle a pondu, elle couve, ce qui n'est plus le cas des pondeuses actuelles, c'est où on pond, où on couve, elle couve, et puis elle élève ses poussins, et puis elle sait les nourrir, même si elle n'a pas beaucoup de graines, elle sait aller leur trouver des bons aliments, etc. C'est une poule on n'en trouvait quasiment plus il y a 30 ou 40 ans. Il a fallu aller chercher ferme à ferme pour retrouver cette poule. C'est une poule typique des populations de poules du sud-ouest, qui étaient des poules de type noir, comme le reste de la péninsule ibérique. Ce sont des poules noires, des choix de sélection noirs. D'autres pays avaient choisi autre chose. Ici, c'est noir. Donc, comme je le disais, elle pond, elle couve, c'est une poule de ferme. Le plus banal qui ait pu exister à l'époque, mais curieusement qui se trouve quasiment plus. Puisque quand quelqu'un veut une poule pour chez lui, pour sa ferme ou pour son jardin, en fait, ce qu'il achète le plus souvent, peut-être moins maintenant, c'est des poules issues de couvoirs industriels qui sont vendues, même si c'est sur des marchés, quelquefois, c'est des poules industrielles vendues sur les marchés. Après, au bout en général d'un an, elles tiennent à peine debout, elles ont des pattes tordues, parce qu'en fait, elles ne sont pas faites pour ça. Une autre variété qui est cousine, qui est sur le plateau landais, c'est la landaise, plus petite, plus sauvageonne. Autrefois, dans les écrits, ils disaient la poule sauvage. La poule sauvage parce qu'elle était souvent dans les arbres et souvent dans les greniers. Et petite poule avec un petit oreillon jaune, qui aime beaucoup les grands espaces. Il faut qu'elle court. Donc là, quelqu'un qui aurait un jardin ou simplement petit jardin, même un grand jardin, on va lui dire non, elle voudra traverser pour aller de l'autre côté, parce que ce qu'elle veut, c'est les grands espaces. Voilà, une petite poule qui a cette capacité-là, qui vole un petit peu, qui se déplace. Une autre qui est très caractéristique, qui n'est pas très loin d'ici, qui est sur la côte, la poule de Marance, qui est connue pour ses œufs, qui est copiée. Actuellement, il y a des pseudo-poules de Marance avec des appellations commerciales pour essayer de récupérer la couleur des œufs. Donc, si vous voulez, quelquefois, quand on a des belles caractéristiques comme ça, une race peut finir par être copiée et elle reste menacée parce que finalement, la copie bénéficie quelquefois plus de promotion que la race elle-même. Donc, il est important de conserver. Là, il y a des agriculteurs passionnés. Vous voyez la couleur de ces œufs. C'est les œufs, des poules aux œufs d'or, mais c'est quasiment une couleur brun chocolat. Très particulière. Ça ne suffit pas à faire un produit de qualité, mais il faut reconnaître que ceux qui cherchent une typicité, là ils l'ont. Elle est spontanément, ils l'ont. Très typique. Et puis on a 2 programmes sur des variétés de dindons. Le dindon est une espèce qui a été assez récemment introduite en Europe comparée à l'historique dont je parlais au tout début. Ça date il y a 500 ans, le dindon. Donc il y a une implantation moins forte. Mais on retrouve des variétés locales, et notamment on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça une variété de dindon jaune des Landes dont j'avais connaissance il y a 25 ans, mais qu'on n'avait jamais retrouvé. Et il s'avère qu'il y avait un éleveur qui a gardé tout le temps sa souche et qui est décédé depuis. Et donc, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose à conserver? Oui, il y a tous ceux dont j'ai parlé. Il faut en permanence s'en occuper. Mais là, par exemple, on a un programme qui est récent, qui
c'est-à-dire qu'à peine quelques années, on essaie de conserver ce type de dindons, ce qui est très compliqué parce que les dindons sont très très sensibles, les dindons sont des animaux qui sont sensibles. On a, qui complète la basse-cour, des animaux qui à une époque n'avaient pas de nom. Le lapin, il est dit chèvre parce que les gens dans le bassin du Charente, du Libournais, de Gironde, de Dordogne, du Périgord, voyaient arriver des animaux comme ça avec 2 ou 3 couleurs qui étaient les couleurs typiques des chèvres anciennes. Et donc c'était une chèvre ou un chèvre qui sortait, un lapin chèvre, qui sortait au milieu d'une portée. Donc on est typiquement dans une espèce de sélection aléatoire. Comme on a des lapins traditionnels qui étaient plutôt de type garenne, quand les gens les faisaient reproduire, de temps en temps, ils sortent, peut-être certains d'entre vous qui ont des lapins ont vu ça, c'est tout à fait possible, c'est un gène un peu qui ne s'exprime pas, qui est un gène récessif, et puis qui de temps en temps sort, et puis finalement, il y a tout un territoire dans lequel les gens les dénommaient du même nom, et on a dit, il faut conserver cette souche-là, on n'en fait pas une promotion effrénée, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un lapin de ferme. Sauf que ça devient tellement rare aujourd'hui de lapins de ferme qu'on peut parler, ce lapin de chèvre, c'est des lapins de ferme. Et on travaille au Pays Basque également à la conservation d'une variété de canard qui est issu du colvert, qui était un canard de ferme également, et qui là-bas s'appelle canard criarchera, c'est un canard chanteur, et qui s'identifie bien aujourd'hui, parce qu'ils ont quasiment disparu, depuis que l'industrie du canard a fait venir des canards blancs, des canards de Pékin, que vous voyez en grand nombre pour être gavés, et que du coup les souches locales ont un peu plus disparu. Donc voilà, le canard criarchera, c'est aussi une des souches locales de variétés anciennes. Je suis sur la fin, ne m'inquiétez pas. Je vous dis un mot d'un programme récent également, récent et ancien à la fois, qui est la protection des abeilles et de l'abeille noire. Alors pourquoi récent et ancien? Parce qu'on connaît bien l'abeille noire, notamment dans les langues de Gascogne, où elle avait été étudiée il y a déjà 20-25 ans. Il y a 25 ans, des scientifiques de l'apiculture avaient dit qu'il y a une variété d'abeilles très particulière dans les Landes qui vit spécifiquement sur la bruyère et qui a un cycle de vie très tardif adapté à la bruyère. Ce cycle de vie en fait une véritable race, mais en abeilles, on parle plutôt d'écotype. Tout ça sont des abeilles mellifera, c'est des abeilles noires de l'Europe. Mais il y a des variants locaux qui sont importants parce que ces variantes, ces capacités, elles se transmettent de colonie en colonie, de mère, de reine en reine. Et puis, je sais qu'il y avait eu ces travaux, j'étais persuadé que certains s'en occupaient et qu'elle était conservée, et on s'est repenché sur le sujet, et en fait pas du tout. On pense qu'elle a peut-être totalement disparu, et on a lancé en urgence l'année dernière des études génétiques, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a, au vu des difficultés de l'apiculture partout et de la mortalité des abeilles, et les apiculteurs qui veulent pouvoir vivre et survivre ont besoin de produire, et ils sont certains sont dans le même schéma de production que le schéma de production lait, viande. Ils ont besoin d'abeilles qui soient douces, fiables, productives, etc. Et ils font venir des abeilles jaunes, d'autres variétés, de variétés qui ne sont pas des variétés locales. Et ces variétés, plus productives, encore une fois, elles ont quand même des limites. C'est-à-dire notamment, si on voulait travailler comme on pourrait le faire encore sur de la bruyère, par exemple, c'est quelque chose qui ne correspond plus au cycle de vie de l'abeille, de ces abeilles d'importation. Et en fait, plus on importe de ces abeilles, plus les apiculteurs qui ont ces abeilles font des transhumances, plus ils se déplacent et plus ils hybrident ce qui pourrait rester comme abeille noire dans le secteur. Donc, bien évidemment que l'apiculture, il faut absolument la développer, c'est un peu dramatique ce qui se passe sur les mortalités d'abeilles, tout point de vue, toute cause, il y a des tas de causes de mortalité, donc c'est assez dramatique. Il faut forcément développer l'apiculture, mais il faudrait, par principe de précaution, vu tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, absolument garder la variété noire. On sait qu'elle est un peu plus teigneuse, qu'elle va un peu plus piquer, mais on sait aussi qu'elle a d'autres qualités, d'autres types de modes de fonctionnement, peut-être d'autres résistances, on le saura peut-être que plus tard. Il est urgent d'y travailler. Donc on a relancé un programme urgent d'abeilles, de sauvetage de l'abeille noire. Je pourrais vous dire que
dans un an, ou dans 6 mois, si on en a retrouvé, les études génétiques sont en cours. Jusqu'à 90% de la population française est aujourd'hui totalement hybridée. Il y en avait un peu partout de ces abeilles-là. Alors il en a été conservé à l'abeille noire à Ouessant, qui est une île, il en est conservé à quelques endroits, mais tant qu'il y aura tout autour des abeilles d'une autre origine, l'hybridation sera inéluctable. Voilà un peu en synthèse où on en est aujourd'hui, sur une région qui pour nous est agrandie, puisqu'on avait travaillé initialement sur le sud de l'Aquitaine, où on avait déjà un gros boulot, beaucoup de races en conservation, pratiquement 20 races locales, plus ou moins menacées, en conservation à gérer avec les différents éleveurs et groupes d'éleveurs ici. On s'est associé en termes de région au Limousin et au Poitou-Charentes, qui eux aussi ont une part de ressources génétiques. Et donc sur cette carte, c'est une carte de synthèse des ressources qui avait été faite en collaboration. Et vous voyez aussi figurer le conservatoire végétal où nous sommes. Et donc ici, il faut aussi en profiter pour dire que cette politique de conservation, elle n'est pas du tout nationale à l'origine, pas du tout. Elle n'a pas du tout été soutenue. Elle était essentiellement régionale. Elle a été heureusement beaucoup soutenue régionalement et un petit peu par les départements. Et ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui multiplié par 7 le nombre d'élevages que nous avions au début et multiplié par 8 le nombre d'animaux de ces races-là. Donc c'est une évolution qui est importante, qui doit être continuée. Et je vous présente juste quelques petites questions quiz qui ne vont pas être bien difficiles, mais que l'on présente lorsqu'on fait des petites animations. Mes collègues font des animations scolaires, etc., pour montrer que vous avez bien suivi. Donc on essaye de poser la question de savoir de quelle couleur sont les cochons, en orientant bien évidemment sur le cochon rose, puisque tout le monde y pense. Alors on explique que les cochons ne sont pas roses, au moins certains d'entre eux ne sont pas roses. On pose la question de savoir quelle couleur sont les œufs. En général, les enfants se fient à ce qu'ils voient dans les barquettes, dans le frigidaire. Donc on en profite pour expliquer ce que je vous ai déjà dit, vous avez déjà les réponses, que les œufs peuvent être de couleurs différentes, ce qui permet ensuite de décliner les races. Et puis on peut s'intéresser aux poussins, et les poussins, évidemment, ils sont toujours jaunes, ça tout le monde le sait, et on explique que pas du tout, il y a des petits noirs qui sont des déviants et qui font bien partie de la chaîne en général. Et alors, tout ce dont je vous ai parlé est maintenant regroupé dans un ouvrage qui vient juste de sortir, début de l'automne, et qui représente la synthèse de 60 races de la région Nouvelle-Aquitaine. Je pense, et je suis sûr, on est la première région à avoir fait cet inventaire complet. Quand on s'est lancé dedans, quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout qu'on en avait 60, parce qu'on a intégré toutes les races de chiens, et donc on a eu un travail considérable, parce que finalement il a fallu aller voir cette diversité, et on a montré la diversité des grandes races. On a la blonde d'Aquitaine en vache, on a la vache limousine, qui sont on va dire des grandes races, des races établies, jusqu'aux plus petites d'entre elles, celles dont j'ai parlé aujourd'hui, parce qu'elles sont menacées et parce qu'elles représentent une ressource génétique qui est insoupçonnée, qui n'est pas assez prise en compte. Et puis vous trouverez, si vous le voulez, on a un petit stand du Conservatoire des races d'Aquitaine qui est, je ne sais pas trop situé, mais assez proche de l'entrée, en fait, où il y a, à titre d'exemple, on n'a pas pu amener beaucoup d'animaux, il y a des poules gasconnes et il y a un porc gascon, un porc noir, puis vous avez de la documentation. Et ceux qui seraient plus intéressés par la partie éco-pastoralisme, gestion de site, on a un ouvrage spécifiquement qui a été fait là-dessus, toutes les expériences de pastoralisme dans la région avec des races locales. Et puis il y a un de nos collègues qui a publié un livre, un très très beau livre, uniquement sur la race béarnaise et tout son poids. Donc si certains sont d'origine béarnaise, vous pouvez foncer, c'est une monographie qui est passionnante. Et si je sais, normalement je devais pouvoir lancer la vidéo, mais pas très.
coup, après avoir beaucoup parlé, je vous invite éventuellement à témoigner, à parler, à poser des questions, à faire ce que vous voulez. Je crois qu'il y a des micros. On peut aborder les sujets que vous souhaitez. C'est avec plaisir que j'y répondrai si je peux. Donc, je crois qu'il y a un micro qui est là-bas. Allô? Ouais, ça marche. Test. Ça marche. Bonjour Evelyne. À vous. Comment est-ce qu'on régénère ou comment est-ce qu'on développe une race qui est quasiment à l'état résiduel avec donc un patrimoine génétique très limité? Alors, notre ambition au départ n'avait jamais été de tenter de ressusciter, de faire de la reconstruction d'une race qui n'aurait plus d'existence. Donc on était très méfiants là-dessus. Le cas le plus difficile, les deux cas les plus difficiles ont été la vache bordelaise et la vache marine. Et en fait, on a mis quelques années, 3-4 ans, à décider de lancer un programme lorsqu'on a eu la conviction qu'il y avait suffisamment d'animaux. Parce que sinon, reconstruire à partir de gènes extérieurs, ça n'a pas d'intérêt. Par exemple, il a été reconstitué un auroch à partir de plusieurs souches d'animaux pour faire un animal qui ressemblerait à un auroch. Et comme c'en est pas, et que les souches génétiques viennent d'autres races, ça n'a pas une grande pertinence. Donc, pour répondre bien à votre question, on n'a travaillé que sur des souches dont il restait quelque chose génétiquement, et dont on pensait que avec un bon brassage et un bon programme génétique comme on sait les mener, on peut arriver à un résultat fiable dans le temps. Donc en gros, il faut suffisamment de souches d'origine différentes pour pouvoir les... Nous, on ne peut pas greffer les animaux, on est obligé de travailler sur la reproduction du vivant, donc il faut à la base une souche suffisante. Voilà. Alors on peut le faire. Quand je vous ai expliqué que toutes les millions de frisones du monde n'avaient finalement qu'un patrimoine génétique très faible, nous avons dans nos petites races des patrimoines génétiques pratiquement équivalents à ceux de la frisonne. On n'est pas si loin que ça. Ça nous a décomplexé quand on a pu avoir cette information-là. Ça veut dire qu'en travaillant sur des petites races, mais bien diversifiées, on peut faire quelque chose. En vache bordelaise, on a 15 souches, ce qu'on appelle des ancêtres fondateurs. On en a 15. Mais avec 15, on maintient un taux de consanguinité qui n'est pas considérable. Mais on fait des brassages tous azimuts, et surtout, on est très très vigilant à tout garder. Les généticiens et les sélectionneurs productivistes, eux, travaillent sur des lignées de sélection. Et nous, on travaille au contraire sur des lignées d'intégration. C'est-à-dire qu'il est hors de question, par exemple, d'utiliser un taureau pour faire reproduire tout le monde. Chez nous, il y a un maximum de taureaux, et on conserve énormément de lignées femelles, parce que certains ne le savent peut-être pas, mais ça leur fera peut-être plaisir. La transmission génétique par la voie femelle apporte une contribution génétique bien plus importante que la transmission génétique globale, homme-femme, mâle-femelle, puisqu'il y a une transmission par des organismes qui s'appellent les mitochondries, qui transmettent spécifiquement de mère en fille, animaux humains compris, une génétique très particulière. Donc il ne faut absolument pas se priver de faire la conservation génétique, notamment sur les lignées femelles. Ce qui est tout à fait contraire à ce que disaient les généticiens il y a quelques décennies, qui disaient un bon programme de sélection, c'est par la voie mâle. Ça, c'était une erreur. Je ne sais pas si c'est misogyne ou si... Il est possible que la déformation, la vision déformée est amenée jusqu'à dire ça, mais effectivement, on ne le savait pas à l'époque, il faut le reconnaître. Mais il y a des gens comme chez nous, au conservatoire, on a fait, sans le savoir, la conservation sur les lignées femelles de vaches, parce qu'on avait l'intuition que c'était important. Et la génétique a prouvé que c'était non seulement important, mais que c'était même prioritaire, puisqu'on a plus de lignées génétiques mitochondriales grâce à ça. Je crois qu'il y a quelqu'un. Une question un peu plus spécifique sur l'apiculture. J'ai lu récemment qu'il y a 5 ou 6 conservatoires qui sont en train de se monter sur l'apiculture sur l'abeille noire, avec évidemment une problématique de distance par rapport à la transhumance, avec une interdiction d'introduction de ruches en transhumance sur un périmètre de 7 km. Quelle est la démarche que vous pouvez avoir en tant que conservatoire pour réussir à avoir des lieux de cette typologie-là où on puisse préserver justement l'abeille noire? Oui, mais là, vous êtes passé effectivement dans
dans la présentation à l'étape de conservation, ce qui est important. Et effectivement, l'une des problématiques, c'est celle-là, c'est de ne pas avoir d'avoir des lieux de conservation. Là, on essaie de travailler plus spécifiquement sur l'abeille des Landes, et bien évidemment, si elle est réidentifiée, toujours présente, l'étape suivante, c'est de travailler sur des sites de conservation. Alors, on peut espérer qu'il y ait une petite chance du fait que ce territoire est assez vaste. On a déjà des idées qu'il faudrait avoir des lieux de conservation. Effectivement, vous parlez de 5, 6, 7 km de diamètre pour être en dehors du vol, de contact avec d'autres populations. Alors, certains commencent à réussir. C'est un peu le programme HISE. Ils ont essayé ce type de programme. Je crois qu'ils ont un rayon, ils ont 3 km de protection pour essayer de protéger. Et alors après, ça va dépendre de la dynamique de ce genre de projet. Ça se fera en fonction d'apiculteurs. Identifier la souche, c'est une chose, commencer à la protéger, c'en est une autre, et après, il y a l'étape de développer avec des apiculteurs. Et là, effectivement, il faudra trouver des équilibres entre ceux qui souhaiteront faire une apiculture de production avec les variétés d'importation et ceux qui voudront faire une apiculture de conservation locale. C'est compliqué. J'allais dire, on en a un peu l'habitude parce que ça a été comme ça un peu sur toutes les races. J'évoquais le fait que la vache bernaise avait été radiée des listes par le ministère en 1961 d'autorité. Je peux vous dire que quand on a relancé la conservation de la dernière souche bernaise que tout le monde pensait disparu, les antinomies de l'époque sont réapparues. Hein, on n'était même pas 20 ans après, 15 ans après. Donc ces antinomies, on les connaît, on les comprend. Il faut qu'on arrive à trouver des situations de compromis. Vous avez un protocole d'accompagnement type par rapport justement aux différentes approches, je pense toujours à l'apiculture, hein, c'est-à-dire que si à un moment on veut faire un territoire préservé par rapport à la transhumance, est-ce que vous avez des protocoles d'accompagnement, des réunions de concertation avec les apiculteurs? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais je n'ai pas la solution toute trouvée pour éviter que des apiculteurs transhumants, qui par ailleurs ont sûrement beaucoup de difficultés à faire vivre leur apiculture et qui transhument pour essayer de profiter des meilleurs territoires. Donc je n'ai pas la solution clé, on ne va pas leur dire interdiction de venir. Je sais qu'il y a un projet de conservatoire à Belle-Île qui a capoté à cause de ça, parce qu'il y avait la moitié de l'île qui souhaitait faire de l'abeille d'importation, l'autre moitié qui essayait de faire de la conservation locale. Vous voyez donc quoi, ils ont rien pu faire. Et ça, c'est les humains, ça. Dans le bouquin de la vache bernaise d'Emmanuel Lecourt, on a eu des discussions avec lui, et il est très très inquiet en termes d'évolution un peu de comportement et de conditionnement, notamment sur la fabrication de protéines à partir d'un processus industriel. Et il dit par exemple que les industriels sont en train de financer et de soutenir à fond l'association N214, donc justement par rapport à la traitance des animaux, de façon à ce que les gens diminuent leur consommation de viande et basculent progressivement dans une production en fait à partir de mécanismes de reproduction industrielle. Et donc ça pose quand même, c'est complètement à l'opposé de votre démarche. Et on peut s'inquiéter par rapport à l'évolution de cette fabrication qui va dégager des profits énormes. Et à la limite, ce qui est beaucoup plus grave, c'est carrément de supprimer nos animaux dans les pâturages, nos vaches dans les champs, dans les prairies. Et qu'est-ce que vous pensez de cette évolution qui est complètement kafkaïenne? Ça, c'est la question piège. Non, les pièges, c'est la situation qui est comme ça. J'aurais sûrement pas de bonne réponse. C'est vrai que basculer de la protéine animale à de la protéine végétale ou peut-être de la protéine de laboratoire, c'est sûr que ça interroge beaucoup. C'est vrai. Après, les conditions d'élevage, on sait, moi je suis assez proche des groupes d'éleveurs, on sait qu'il y a des problèmes. Très honnêtement, dans les races locales en conservation, les problématiques sont de loin pas du tout les mêmes que celles des grandes races et celles qui ont pu être critiquées, même s'il y en a sûrement qui
qui doivent pouvoir l'être, hein, ça c'est évident, mais c'est des approches qui sont très différentes. Le credo un peu des éleveurs qui adoptent des races comme celle dont j'ai parlé, c'est souvent de produire plutôt moins, d'avoir une valeur ajoutée un peu plus élevée. Donc le discours de moins consommer, mais quand on consomme, de mieux consommer, eux, ça leur va plutôt. Ils sont dans cette logique-là. Alors si le discours devait être d'abandonner totalement toute consommation carnée, c'est vrai que ça va être un problème. Après, je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de bonnes solutions pour s'y substituer. Tous les êtres sont vivants, y compris les plantes, donc philosophiquement, il n'y a pas beaucoup de limites à s'interroger sur est-ce qu'on peut consommer d'autres vivants. Les bactéries étant des êtres vivants également, il faut se poser des questions. Alors c'est vrai qu'il y a les êtres vivants à sang chaud, que sont les animaux qui sont dotés d'une sensibilité bien plus grande, qui est plus proche de la nôtre, mais c'est jamais qu'une perception. Je pense qu'un jour, il faudra s'interroger sur la perception de tous les êtres vivants. Donc ça nous emmène très loin. Je n'ai pas les réponses, philosophiquement, je ne suis pas taillé pour engager ce débat, mais c'est un vrai sujet, c'est qu'il y a des gens qui sauront tirer leur marron du feu de toute situation polémique. Et celle qui est signalée là, avec le signal par rapport à Emmanuel Beaucourt, dont il a parlé également, c'est évident. Il y a des gens qui vont sûrement manœuvrer pour tirer bénéfice d'une situation ou d'une crise sociale actuelle. Madame, vous vouliez dire un mot? Oui, je voudrais répondre spécifiquement sur ce sujet de cette association dont vous parlez, monsieur, L214. En fait, voilà, c'est un article que j'ai pris dans une revue qui s'appelle Sciences Humaines. Et c'est un article qui a été écrit par Jocelyne Porcher, vous devez la connaître. Je vais enregistrer sur mon mobile, alors je vais écrire un petit peu, je vais lire exactement ça. Je vais la faire court. Très active en France auprès des partis politiques et des milieux éducatifs, l'association L214 a notamment développé sa puissance de lobbying grâce à une dotation de 1 million d'euros de l'Open Philanthropy Project, OPP, une fondation californienne créée par l'un des fondateurs de Facebook. Jeff Bezos, patron d'Amazon, et Bill Gates, ancien magnat de Microsoft, contribuent au financement du nombre de start-up investies dans les viandes de substitution. Et peu importe les risques que peuvent comporter ces produits artificiels, dans leur prétention à offrir un monde meilleur, accuse Jocelyne Porcher, les défenseurs proclamés de la cause animale portent la promesse. Dangereuse du meilleur des mondes. Donc ça, c'est une histoire de business. Alors ne nous laissons pas impressionner par les gens qui ont quelque chose à vendre sur de faux principes. La chose intéressante avec la dénonciation de la maltraitance animale, c'est qu'effectivement ça attire notre regard et que nous devons modifier ces comportements. Mais pour le reste, non, on ne va pas faire plaisir à M. Bezos et compagnie. Autre point, question, point de vue? Non. Bonjour. Moi, je voulais vous demander quel type de rapport de travail vous entretenez avec la recherche agronomique au niveau national. Et deuxièmement, question un petit peu intéressée, parce que je ne suis pas d'ici, je voudrais savoir si vous avez des collègues dans la partie plutôt nord de la France. Collègues dans la partie nord de la France, il y a une structure qui est très active, qui était sur les espaces naturels et les races domestiques, et je crois aussi les variétés fruitières et légumières, qui est, quel est le nom actuel? Peut-être Evelyne, tu l'as en tête? C'était dans le Pas-de-Calais, là, c'était l'espace naturel pour demain. Espace naturel du régional du Nord, et je ne sais pas si le périmètre région n'a pas changé, leur nom n'a pas changé, c'est un regroupement de toutes les problématiques espace naturel, fruits, légumes et races animales, et donc très actif. Donc il n'y en a pas dans toutes les régions, mais là vous aurez des correspondants, ça on pourra vous donner s'il faut. Et avec la recherche agronomique, le lien, pas considérable du tout. Nous, on vient nous voir maintenant pour les expérimentations qu'on mène, donc on est totalement indépendant, mais tout ce qu'on mène comme expérimentation
commence à intéresser un certain nombre de programmes de recherche. L'INRA, par exemple, a une grosse ligne budgétaire qui est dédiée maintenant au réchauffement climatique, et ils doivent travailler beaucoup, publier beaucoup sur le réchauffement climatique. D'autres s'intéressent aux alternatives au glyphosate, et on vient plutôt nous demander si on peut travailler avec certaines de nos races. Voilà, donc le lien, on fait nous-mêmes nos travaux de recherche appliqués, hein. Considérable, mais on a un ou deux ingénieurs qui ont des compétences en génétique, qui sont capables de monter nos programmes de conservation avec les bons outils génétiques. Voilà, on ne fait pas de la recherche, mais on applique les domaines génétiques, et on essaie d'être autonome, on fait faire nos propres analyses, on fait nos propres cryoconservations de semences, on fait tout ce qu'on peut en direct ou en délégation à partir de nous. Et voilà, si c'était ça l'objet de la question, on n'a pas de lien. Nous ne sommes pas demandeurs vis-à-vis d'eux, mais par contre, je trouve qu'on a une valeur d'exemplarité. Alors, il s'avère qu'on est aussi hébergé dans l'École nationale d'ingénieurs agronomiques de la région. Bon, ce n'est pas un centre de recherche, c'est un centre d'enseignement, mais du coup, on a des collaborations avec un certain nombre de chercheurs. Le programme sur le troupeau de moutons que j'ai montré fait maintenant l'objet d'un suivi par l'Université de Bordeaux et l'INRA sur la partie sur les plantes, l'impact du pâturage sur les plantes et la prévention des risques d'incendie. C'est pas nous qui sommes demandeurs de ce partenariat, c'est plutôt qui viennent nous voir. Juste pour nous situer un petit peu comment on est, on essaie d'être assez actif dans notre démarche de conservation et de recherche scientifique. Oui, je t'entendais, pardon, Régis, je t'entendais donc citer le laboratoire d'Albicetti à Sabre, c'est ce que j'imagine, qui n'a pas 25 ans, mais moi je l'ai connu, il était fonctionnel il y a 40 ans, et donc il dépendait du laboratoire de Bure-sur-Yvette, et c'est tout à fait étonnant de voir à quel point toutes les connaissances qui ont été accumulées pendant des dizaines d'années sur la race locale landaise peut disparaître. Alors je ne sais pas si vous avez récupéré les informations elles-mêmes, mais en tous les cas, savoir que la race locale landaise a disparu, ça me fait mal au cœur, quoi. Ils ont quitté les Landes. Alors, j'en rajouterai même une couche en disant que non seulement Albicetti l'avait fait à cette époque, mais des collègues d'Albicetti qui avaient travaillé avec lui et qui ont retravaillé, qui ont republié encore en 2001, il y a encore eu une publication, un autre travail pour relocaliser des abeilles noires à partir de ce qu'avait fait Albicetti. Mais Albicetti était un chercheur qui travaillait sur la morphologie des abeilles, le morphotype. Donc c'est lui qui avait identifié qu'il y avait une abeille noire à leur type, à la longueur des poils, à la longueur de la trompe et à son comportement. Et certains de ses plus jeunes collègues, Diagnoli et d'autres plus jeunes, ont fait la confirmation plusieurs 10 ou 15 ans après, que génétiquement, il y avait une originalité aussi. Donc ils ont fait un génétique que ne faisait pas la. Et donc il a été confirmé, il a encore été localisé des abeilles noires à ce moment-là, et après, tout s'est arrêté. Et on reprend le sujet là, alors que moi je pensais, un peu comme tu le dis, que c'est quelque chose qui roulait, il y avait que le parc naturel régional avait entamé des contacts, mais en fait ces contacts sont tous tombés à l'eau, il y a eu même plutôt des conflits d'intérêt entre les gens, et il ne s'est plus rien passé. C'est-à-dire que sous nos yeux, alors que le diagnostic était posé, on a vu décliner ces animaux, et on en est arrivé à se poser la question s'il y en avait encore. Et donc on a fait ce printemps et cet été des sondages, des études génétiques qui sont parties, on n'a pas le résultat, pour voir si sur les anciens sites où il avait été identifié la belle noire, il y en a toujours. Et on est très inquiets. Très inquiets, pas du tout certains. D'où la fugacité de nos travaux et les risques de disparition, y compris de races qui ont été remises de races ou de variétés qui sont remises sur pied, qui ont repris un certain intérêt, et y compris les conservatoires en tant que tels, eux-mêmes, tout peut disparaître en quelques années, quand je dis quelques dizaines d'années, même pas quelques années, et ça c'est une source d'inquiétude, enfin, ça a toujours été une source d'inquiétude pour moi, de savoir que tout ce travail que l'on mène peut être dégradé extrêmement rapidement si il n'y a pas
s'il n'y a pas d'intérêt et de suite dans l'esprit de on fait ce travail pour les générations à venir, sans savoir s'il y aura à un moment donné dans notre carrière un intérêt commercial ou agronomique même connu. Et ça peut, donc c'est aussi vrai pour les races elles-mêmes que pour les conservatoires. Oui, il y a des stratégies à plusieurs niveaux. Il faut absolument qu'il y ait des structures de conservation durable qui soient indépendantes des intérêts du moment, des intérêts économiques, sociétaux du moment. Et puis il faut cette ressource soit diffusée le plus possible, utilisée le plus possible. Et puis il faut qu'il y ait en troisième lieu des règles, des règlements, des choses qui permettent d'assurer une protection, une promotion de ces ressources pour qu'elles ne soient pas en permanence concurrencées. C'est très très facile aujourd'hui par le génie génétique de bricoler quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre. Il faut en permanence tous ces niveaux de vigilance. Si je peux me permettre, on sait très bien que la cause de tout ce désastre, c'est le système capitaliste basé sur toujours plus de profit qui a engendré tout ça, pour engraisser toujours une poignée de milliardaires et d'industriels. Ils n'en ont rien à faire de la souffrance animale ou de la condition des paysans, des petits paysans, tout ça. Comment vous expliquer que toute la viande qu'on mange en France, elle arrive de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, alors que vous venez de démontrer que le fait de produire nous-mêmes nos animaux fertilise notre terre, fait vivre nos paysans, et voilà, enfin bon, c'est... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire comprendre à tous ces gens, de toute façon ça ne les intéresse pas, quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est faire toujours plus de profit. Ils se fichent pas mal de nous, malheureusement. Écoutez, là, ce dont je parle, c'est des exemples. Donc des exemples, ça a vocation à être copiés, utilisés, multipliés. Donc c'est vrai qu'il y a des éleveurs qui ont une possibilité de produire et de vendre localement. Alors, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des... J'ai pas tous les éléments, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça marche, c'est possible de le faire. Il faut le faire, il faut les y encourager. Après, est-ce qu'on n'a pas tous une part de responsabilité? Il y a quand même de la consommation de masse dans un certain nombre de rayons de supermarchés et autres, et tout le monde ne peut pas se poser la question de l'origine de la viande qu'il prend, tout le monde ne va pas faire une démarche vers les éleveurs du coin, tous les éleveurs n'ont pas tous non plus été très volontaires pour changer ou adopter des conduites un peu plus vertueuses. Aujourd'hui, regardez les résistances qu'on a dans une certaine partie du monde agricole, et c'est pas faire critique ou injure que de le dire, sur l'évolution de certaines pratiques, que ce soit parfois en bien-être animal ou en utilisation de certains produits. Il y a quand même la facilité, elle est partagée, elle est un peu partout. Tous les éleveurs ne sont pas forcément vertueux, mais je pense qu'on est là pour leur montrer que des exemples existent. Moi, j'ai l'impression qu'en quelques années, des choses vont évoluer. Je crains qu'on ne change pas la face du monde, mais je suis convaincu que les choses ont changé. Des gens qui tenaient un discours de production ne peuvent plus se permettre de le tenir, et d'autres arrivent à vivre de leur production. Donc j'ai espoir qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Voilà, c'est un vaste sujet que vous proposez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, pardon, vous aviez fait signe. Monsieur Matin, comment peut-on se procurer ce type de race animale pour des professionnels ou autres? Ah ben, maintenant, les sites internet commencent à être bien faits. Déjà, dans le livre, vous avez à chaque race les organismes qui gèrent les animaux en question, donc on peut le trouver. Donc, ce livre, je le tiens à votre disposition parce qu'il n'est pas disponible en librairie, il n'est que sur le niveau du conservatoire. Ensuite, nous, on peut diffuser par le site internet, on diffuse un certain nombre d'informations. Et puis, après, nous, on a beaucoup de demandes. Je ne dis pas qu'on coule sur les demandes, mais par exemple, une race comme la vache bordelaise, il y a plus de demandes de personnes qui en cherchent que d'animaux à fournir. Donc on se permet d'évaluer avec les demandeurs leur projet pour voir s'il est viable, parce que
a très peur que quelqu'un se trompe et parte dans un projet un peu exorbitant et se casse la figure. Donc on est plutôt très réticent en disant attention, ce sont des races qui produisent moins que les autres, qui sont un petit peu plus compliquées. Forcément, vous aurez pas toujours la visibilité comme d'autres grandes races. Et on a malgré tout des demandes. Donc on a des demandes, mais ça progresse lentement. Donc les gens nous trouvent, hein, des sites internet sont conservateurs sont très visités, nos collègues aussi. Donc, que ce soit pour les amateurs professionnels, je pense que